Bienvenue au podcast de lutte entre deux chaises de métal avec vos animateurs, moi-même Marco et l'encyclopédie TJ Holiday. Faites attention, aujourd'hui j'ai juste dit l'encyclopédie, pas du Québec, puis, parce que je peu de respect pour notre historien qui s'en vient. On commence, TJ, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant au podcast, un spécial de une semaine avec un interview par jour menant à un gros show au Québec, un des plus gros shows au Québec. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de show, évidemment, pandémie obligeait l'arrêt, mais une semaine complète pour Femme Fatale, la lutte féminine au Québec. On sait que ça a beaucoup, beaucoup évolué depuis le temps. Moi, je me souviens, on m'en parlait avec notre invité, mais je me souviens des premiers shows que je suis allé voir, puis des shows que je suis allé voir cette année puis l'année passée. Puis vraiment une belle évolution. Fait que Femme Fatale, qui va être présentée le 4 mars prochain au Centre Horizon à Québec, et aussi sur IWTV. Puis moi, je vais le regarder sur IWTV parce que, évidemment, bébé oblige, accouchement. Il fallait que je fasse des choix, puis finalement, je n'ai pas pu aller. C'est Je peux ça, pas aller à Bédard. Québec. C'est ça, Bédard, ouais, je peux pas aller à Québec le 4 mars, mais je vais l'écouter sur IWTV, ça c'est sûr et certain. Fait que toi, tu es excité de ça? Ben oui, toujours le fun, surtout des spectacles spéciaux comme ça. Là, parce que juste, Ouais. évidemment, il y a beaucoup de shows au Québec que c'est les deux, là, ou des fois c'est juste un. Puis Mhm. c'est le fun d'avoir un gala consacré juste à la lutte féminine, là, pour vrai, parce qu'il y a beaucoup de beaux talents au Québec et au Canada Ouais. qui méritent la peine d'être vus. Puis ma mémoire on fait défaut, on en reparlera, mais je me souviens pas que la carte était aussi stack que ça, me semble. Mais ou peut-être parce que je suis plus le produit, mais il me semble Peut-être, ouais. c'est vraiment stack. Mais sans plus tarder, on accueille le promoteur et l'historien de la lutte au Québec, M. Pat Laprade. Salut, salut. Yes, sir. Salut les gars, ça va bien? Yes, ça va toi? Yes. Ben oui, absolument. Excité de le retour de Femme Fatale enfin, parce que ça a été reporté, hein? Enfin, écoute, vous pouvez pas croire comment la pandémie, je l'ai détesté juste pour ça. Mhm. 2 fois plutôt qu'une, on a été obligé d'annuler un événement. Puis celui, je pense, qui m'a fait le plus mal, c'est le premier des deux. Ok. Parce qu'on avait déjà vendu des billets, puis on avait annoncé aussi certaines choses. Puis c'était le retour d'un tournoi qui s'appelle Amazon les Titans. Et puis, il devait se faire à la fin 2020. Évidemment, bon, la pandémie est arrivée au mois de mars. On a oublié on a oublié ça. Je dis fin 2020, là, mais c'était quelque part en 2020. Là. J'ai oublié la date exacte, mais je pense bien que c'était fin 2020. Et puis, Amazon les Titans, c'est un tournoi mixte. C'est un tournoi, en fait, un gars, une fille contre un gars, une fille. Okay. Donc, on aurait eu du talent. Là, on aurait eu, gars comme filles, là, on aurait eu du gros talent, mais du côté des gars, on aurait eu des Mike Bailey, des Marco Estrada, des Matt Angel. On aurait eu évidemment la crème de la lutte féminine. Bon, les Lou O'Farrell, le Fisto et compagnie. Des Américaines ou des Ontariennes. Puis on avait même un match spécial AEW entre Evil Uno et Shauna, qui était une Française qui était avec AEW à l'époque. Evil Uno qui a souvent lutté contre des femmes un contre un. Fait qu'on avait eu l'idée de faire un match hors tournoi, justement, garder le concept du mixte. Puis tout ça, ça s'est envolé en poussière avec la pandémie. Puis ensuite, on est revenu à la charge à la fin 2021 pour faire un événement à Sherbrooke. On n'était jamais allé. On avait même commencé à vendre des billets sur place. Ça allait bien. Puis, évidemment, les règles sont revenues strictes. Moi, je suis né le 31 décembre. La journée de ma fête, il annonçait un couvre-feu. Hein? Plaisant, beau cadeau de fête. Puis là, on s'est rendu compte que notre show était pour le 24 janvier. Puis on s'est rendu compte que jamais qu'on serait correct ou jamais. Puis les gens auraient encore eu peur, n'auraient peut-être pas été au rendez-vous. Fait que c'était plus simple de juste annuler. Fait que tout ça pour dire qu'on n'a pas. Notre dernier show remonte déjà en février 2020. Wow. Ça va faire 3 ans qu'il n'y a pas eu de show. Et ce show-là est spécial parce que c'est le fameux show où, premièrement, c'est le show où Alexia Nicole est devenue championne de Femme Fatale. Donc, elle n'a jamais défendu son titre pour Femme Fatale encore. Elle l'a défendu, mais dans d'autres promotions. Et c'est également le show où Lufisto
a lancé une certaine Priscilla Kelly, maintenant connue sous le nom de Gigi Dolan à NXT. Ouais. Ben, elle l'a lancé dans un des murs de la salle, créant un trou béant dans le mur. Au grand désarroi de moi et mon partenaire Michael Bisson, les deux promoteurs. Puis, tu sais, la lutte indépendante, hein, ça ne tient pas à grand-chose des Non. fois. Non. Tu sais, il y a une expression qui dit, tu sais, en autant que tu ne perdes pas d'argent, c'est ça l'important. Ouais. Tu sais, c'est même pas on peut-tu en faire, c'est en autant qu'on n'en perde pas. Puis, ben, des fois, un trou comme ça peut faire la différence entre faire du profit puis avoir un manque à gagner à la fin de la soirée. Fait que, tu sais, c'est correct, là, je veux dire, Ouais. on en rit maintenant, puis, tu sais, c'est chose du passé, mais je vous dirais que sur le coup, c'était frustrant, puis je m'en suis souvenu longtemps, mettons. Ça me fait penser un peu dans le temps quand il y avait des promotions qui passaient dans des salles puis qui ne voulaient plus louer de salles à des gens qui voulaient faire de la lutte parce qu'il y avait eu une mauvaise réputation avec l'autre promotion. Tu sais, c'était un peu ça dans le temps, là, tu sais, les sous-sols d'église là, tu sais, qui ne voulaient plus louer à des places à cause de ça. Là. Ben, c'est ça, tu sais, puis c'était la crainte également, tu sais, parce que, bon, nous, on fait toujours, notre modèle d'affaires, c'est de s'associer avec une promotion qui est déjà existante, de prendre la même salle, le même pattern un peu, mais là, on avait peur que à Ottawa, avec la C4, qu'on soit barré, évidemment, parce que là, tu sais, on crée des dommages dans la salle. Le propriétaire de la salle ne sera pas content de ça. C'est correct, on a payé pour les réparations, mais ça fait en sorte quand même que, tu sais, c'est plus délicat comme situation. La mèche courte. Donc, ben, tu sais, c'est toujours une question de, bon, pourquoi c'est arrivé, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour plus que ça arrive. Exact. C'est encore un running guy à chaque fois que je parle à Lufisto et à Priscilla Kelly également. C'est toujours un running gag maintenant. Lufisto, c'était la deuxième fois qu'elle faisait un trou dans un mur comme ça. Hey boy. La première fois, c'était à Québec avec Vanessa Craven. Ouais, ça a dû faire assez fort. Ouais, exact. L'historique de Femme Fatale, comment ça a commencé, l'idée derrière Femme Fatale, puis les premiers croquis, si on veut, pour mettre en place l'événement Femme Fatale? Ben, Femme Fatale, ça remonte en fait à 2007. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec moi par ricochet. Bon, la fille de Paul Leduc, du légendaire Paul Leduc, Kim Leduc, qui a longtemps été impliquée avec la promotion de son père, la Fédération de lutte québécoise, la FLQ. À un moment donné, elle se retrouve à Jonquière. La JCW avait fait un show tout féminin. Parce qu'il y avait beaucoup de filles qui luttaient à JCW qui ne sortaient jamais vraiment de leur territoire. À ce moment-là, tu avais Stéphanie, qui s'est appelée par la suite Stéphanie Saint-Clair, tu avais Casey Diamond, tu avais Midiane, tu avais la parfaite Caroline, tu avais Roxy, tu avais, là, il m'en manque une, Kelly Hart. Il y avait quand même plusieurs filles. Il y a même une arbitre qui était une arbitre fille, là, qui n'avait pas beaucoup à l'époque. Sweet Cherry l'avait été un petit peu à Montréal dans ses débuts, mais il n'y avait pas beaucoup d'arbitres féminins à l'époque. Donc, il y en avait quand même beaucoup. Il avait décidé de faire un show tout féminin. Il avait invité Lufisto, évidemment. Donc, moi, j'étais à ce show-là parce que j'étais justement monté avec Lufisto. Et puis, on se ramasse là, Kim est là, puis on est comme impressionné du talent qu'il y a là. Kim décide, et dans les mêmes environs, un petit peu après, je pense, il y avait eu également un tournoi féminin, la EWR à l'époque, donc l'ancêtre de la NSPW, Elite Wrestling Revolution. C'est eux autres qui avaient, je donne un petit historique, là. À Québec, là, dans les grosses promotions, il y avait eu la CCW de Sonny Warcloud. Suite à ça, c'est un des élèves à Sony qui était Nightmare Manson, de son vrai nom, Éric Picard, qui avait parti une promotion quand Sony avait fermé, qui s'est appelée la EWR. La EWR était importante dans l'histoire de la lutte indé au Québec parce qu'elle a permis d'ouvrir un peu plus le territoire. Là, je vous parle de ça, là, la EWR, elle a ouvert, je crois, à la fin, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais si ma mémoire est bonne, c'était à la fin 2003, début 2004. Et puis, à l'époque, là, il n'y avait pas de lutteurs québécois qui allaient à l'extérieur du Québec. Non.
ou très, très peu. La IWS avait envoyé les Hardcore Ninjas à CZW à l'époque où la CZ, c'était vraiment du gros, là, hardcore, là, tu sais, vraiment, là, c'était même pas ce que c'est devenu par la suite. C'était vraiment juste hardcore, là. C'était renommé, là, ouais. Oui, tu sais, avec les vieux de la vieille de la CZW, là, tu sais, qui étaient Justice Pain et compagnie, là. Et puis, il y avait très, très peu, justement, de lutteurs des États-Unis qui venaient lutter ici. Puis quand ça arrivait, ce soit des vieux de la WWF qui, tu sais, faisaient pas grand-chose, là, tu sais, les Jim The Anvil Neidhart ou les Brothers Beefcake de ce monde, ou quelques gars de la CZW, justement, qui venaient à IWS. Donc, c'était très, très peu, puis c'était pas des gros noms qui n'attiraient pas nécessairement. Et là, EWR a décidé de faire un match entre Christopher Daniels et Kevin Steen. En avril 2004, qui a vraiment, vraiment marché. Ils ont rempli la salle là-bas à Québec. Et ça a été un des premiers gros matchs que Kevin a eu avec un lutteur indépendant. Puis ensuite, ils ont continué à amener d'autres mondes. Ils ont amené Steve Corino, ils ont amené, ils en ont amené plusieurs. AJ Styles a été lutté. Il y a eu un match à un moment donné entre Kevin Steen et AJ Styles, contre Christopher Daniels et Excess. Wow. Tu sais, ça a été, ils ont amené quand même, P.T. Williams a été un régulier là-bas également. C'est vrai. Donc, ça a été vraiment ça a duré juste 2 ans, mais ça a été un 2 ans assez intense. Puis ça a permis justement d'ouvrir le territoire. La AWS ensuite a emboîté le pas. Il y a eu les shows de Marc Le Grizzly qui sont appelés Midsummer Madness puis New Year's Madness qui ont amené beaucoup de lutteurs de l'extérieur. Steen, Generico, Excess, Beef Wellington, Sexy Eddie ont commencé à sortir un peu plus. Bref, ça l'a comme ouvert le territoire. Donc, la AWR était importante. Puis, en septembre 2005, ils font un show ils font une fin de semaine de lutte pour la fin de semaine de la fête du travail avec justement un de leurs shows à eux. Un show old school, donc ils ramenaient le brand CCW pour faire un show plus old school. Okay. Puis, il y avait un show école, la EOW à l'époque, puis il y avait un tournoi féminin. Il y avait 4 shows en 2 jours, un l'après-midi, un soir. Fait que dans le tournoi féminin en question, Casey Diamond a vraiment, vraiment bien paru. Elle s'est rendue jusqu'en finale contre Lufisto. C'était la seule avec Lufisto qui avait amené, c'est niaiseux comme commentaire, vous allez peut-être penser, mais pour moi, ça avait du poids. C'était la seule avec Lufisto qui avait un suit par match et non pas le même suit. Puis ça moi, ça me parle. Parce que moi, ça veut dire que, OK, tu investis dans ton art, tu investis dans ton look. Puis on ne voyait pas ça de certains gars, on le voyait encore moins de certaines filles à l'époque. Fait que ça, jumelé au show que la JCW a fait dans les mêmes environs, ça a donné l'idée à Kim Leduc de partir une promotion de lutte féminine, qui a été l'association de lutte féminine, la ALF. En partenariat avec la FLQ, là, mais c'était principalement son argent à elle. C'était pas Paul Leduc, là. C'était vraiment, bon, il était dans la même salle, mais c'était vraiment elle. Puis moi, j'ai fait partie de son premier comité de booking avec Lufisto, avec Sweet Cherry également. Et puis, moi, j'ai été là pour les premiers mois, puis ensuite, j'ai quitté. Mais la promotion a continué d'exister pendant 2 ans. Et puis, le dernier show de la ALF, c'était en février 2009. Et puis, bon, le concept avait un petit peu changé. Il y avait des gars qui étaient impliqués, il y avait des combats mixtes des fois et tout ça. C'était pas entièrement féminin, mais c'était majoritairement féminin. Parce que c'était plus dur de booker juste des filles, probablement? Parce que c'était plus dur de booker juste des filles. Il fallait aller chercher du talent des fois de l'Ontario pour combler des cartes. Ça coûtait un peu plus cher. Les prix des billets n'étaient pas celui qu'il est aujourd'hui. Tu sais, à l'époque, on ne voyait pas des choses vendre 20, 25, 40 piastres comme on voit aujourd'hui. Donc, les revenus étaient moins élevés que ce qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Donc, la ALF arrête de faire des shows en février. Et puis, l'idée de faire des shows de lutte féminin, ça avait quand même entré dans l'esprit de bien des promoteurs. Puis la NCW a décidé de capitaliser là-dessus et d'aller chercher à l'époque, à ce moment-là, la ALF, c'était Stéphane Bruyère qui bookait. Et puis, ils ont décidé de parler avec Stéphane et avec Lufisto pour créer une promotion de lutte féminine à l'intérieur de la NCW, une division de lutte féminine, où ça serait, puis là, bien évidemment,
ce qu'ils ont voulu faire, c'était vraiment plus uniquement féminin. Là. Lufisto et Stéphane voulaient s'assurer que cette fois-ci, ce serait uniquement féminin, qu'il n'y aurait pas nécessairement de gars impliqués là-dessus. Il avait commencé à aller à Shimmer. Lufisto avait commencé à se faire booker à Shimmer. Donc, Stéphane avait fait des voyages là-bas. Il y avait aussi un gérant de la NCW à l'époque, M. Tolo, Éric Salotolo, qui était aussi impliqué là-dedans. Puis il y avait TNT, Anthony Tonin, qui était un lutteur même jusqu'à tout près récemment. Il faisait partie de Lutte Academy avec Jacques. Puis bon, c'est un vieux de la vieille, Anthony. Là. TNT, il est là depuis au moins 20 ans sur la scène. Fait que c'était ces 4 personnes-là qui étaient à la tête de Femme Fatale au début pour la NCW. Donc, c'était la NCW qui était propriétaire du brand, mais c'était géré par ces 4 personnes-là. Okay. Moi, je suis revenu à ce moment-là. J'avais couvert le premier show pour Slam Wrestling. Puis ensuite, ils ont décidé de m'utiliser comme soit annonceur à maison ou pour faire des entrevues sur les DVD. Donc, on faisait des entrevues backstage qui allaient sur les DVD qui se vendaient beaucoup à l'époque. C'était vraiment basé sur le modèle d'affaires de Shimmer. Ouais. Donc, j'ai été impliqué. Puis bon, évidemment, Stéphane, puis Tolo, puis Lufisto, c'est des amis proches. Donc, à un moment donné, je finissais par me ramasser dans des meetings de booking. Je finissais par être un peu plus proche. Bon, c'est pas moi qui bookais, mais je donnais quand même mon opinion si on me la demandait ou même quand on ne me la demandait pas, en fait. Mais j'ai quand même été proche. Puis j'ai commencé à voyager à Shimmer aussi avec eux autres. Fait que j'ai commencé à connaître plus de lutteuses, Dave Prezak, puis bon, Alison Danger, puis bon, tu sais, moi, la première fois que j'étais à Shimmer, c'était, j'avais vu Saraya contre sa mère, en fait. OK. Wow. Donc, Paige contre Saraya Knight. Là, donc, j'avais vu que c'était la fin de leur rivalité. Puis Saraya s'en allait à WWE à ce moment-là. Là, fait que moi, j'ai vu ça à ma première fois à Shimmer. Donc, tout ça pour dire que les années ont passé. Puis à un moment donné, Stéphane a décidé de quitter Femme Fatale. C'est moi qui a booké le dernier show de ce régime-là, si je peux l'appeler ainsi. C'était, j'essaie de me souvenir, là, mais je pense que c'était quelque part en 2015. Ouais, je pense que c'était en octobre. Avril 2015. C'est ça, j'ai les dates ici. Là. Avril 2015, ça a été le show que j'ai booké. Puis ensuite, la NCW avait changé de propriétaire. Donc, la NCW, pendant longtemps, ça a été... il y avait un conseil d'administration. Si tu faisais partie de la NCW, tu avais une part dans la compagnie, si tu veux. Puis il y avait un conseil d'administration qui gérait, qui votait le président, le booker et tout ça. Et là, bon, cette formule-là était un peu désuète. Et il y a Jeff Rassett qui avait offert d'acheter la NCW. Puis c'est ce qu'il a fait. Donc, il a acheté la NCW. Puis Femme Fatale, pour lui, c'était pas nécessairement une priorité. Puis c'était pas quelque chose qu'il voulait nécessairement développer. Fait que moi puis Lufisto, parce qu'on était les deux seuls qui restaient du groupe original à ce moment-là. Mais moi puis Lufisto, on a été tassés. Puis c'est correct, là, c'est une décision business, là, qu'il a décidé de prendre. Il a ramené le brand, malgré tout, 6 mois plus tard pour faire 2 shows en octobre 2015 puis en mars 2016. Puis, ça a arrêté là. Il l'a essayé parce que je pense qu'il y avait eu des demandes de la part de certaines lutteuses. Il a décidé de l'essayer. Puis ça a pas. Ça a été correct sans plus. C'est pas, si je veux être objectif, je vous dirais que c'était peut-être pas les 2 shows avec le plus de qualité qu'il y avait. Parce que Femme Fatale, le but de Femme Fatale, c'était vraiment. Il y avait 2 buts. Le but initial, c'était de développer le talent local, puis de donner une chance à ce talent local-là d'affronter des lutteuses qui ne pourraient pas affronter d'une autre façon. C'était aussi le but de l'association de lutte féminine, la ALF, c'était ça. C'était de faire connaître le talent local. Il y avait des filles au Saguenay que personne ne connaissait à Montréal. C'était ça le but. Là. Le but, c'était de les faire connaître. C'est pour ça d'ailleurs que la Parfaite Caroline, Stéphanie, Casey Diamond, ils ont été parmi les premières championnes, justement parce qu'on voulait les faire connaître, ces filles-là. Ils étaient très talentueuses, mais il n'y avait pas de plateforme au Québec. Puis la lutte féminine, c'était pas toutes les promotions qu'ils voulaient en booker. Puis quand ils en bookaient, c'était peut-être un match, pas plus. Ben, tu sais, moi, je me souviens, les luttes féminines, dans le temps, c'était Sweet Cherry puis Lufisto. Moi, ça a été ça pendant des années. C'était les 2 têtes d'affiche qu'on pouvait s'associer avec, là, dans le fond. Il y avait, la NCW avait Julie Red Fox,
qui a été là pendant longtemps. Ça me dit Vanessa quoi, ouais. Craven avait commencé également C'est vrai, à la c'est vrai. NCW. Puis, il y avait également, à la ICW, il y en avait quelques-unes. Francisca Prou, Ouais. la fille de Serge Prou, avait lutté. Lady Annie avait lutté également. La fille d'Hélène, qui était une des promotrices de la ICW, Chrissy Prou avait, on l'avait appelé Chrissy Prou, c'était pas une Prou, là, mais bon, Chrissy avait lutté aussi un petit peu. OK. Lufisto avait lutté à ICW. Il y en avait un petit peu comme ça, mais à ce moment-là, les filles de la IC ne sortaient pas de la IC, les gens de l'ANC ne sortaient pas de l'ANC. Fait que c'était pas comme si le territoire complet avait de la lutte féminine partout. Fait que la ALF, c'était vraiment une bonne idée. Puis sans ALF, il n'y a pas de femme fatale. Ça, c'est sûr et certain. Kim Leduc, on y doit beaucoup à ce niveau-là pour l'histoire de la lutte féminine au Québec. Donc, femme fatale, c'était ça le but. C'est pour ça qu'au début, on donnait des chances à certaines filles. Puis, entre autres, bon, il y a NJ Sky qui a bénéficié de ça. Il y a Calamity qui lutte plus aujourd'hui, qui venait de Granby, qui vient toujours de Granby, qui en a bénéficié. Elle a même lutté. C'est peut-être la Québécoise qui a lutté le plus souvent à Shimmer. Okay. Parce que plusieurs filles ont lutté à Shimmer à travers tout ça à cause de Femme Fatale. Casey Diamond a eu un dark match. Angie Sky a lutté sur des shows réguliers. Comme je disais, Calamity également. Il y en a quelques-unes d'autres qui ont fait des apparitions à Shimmer. Sweet Cherry, je pense qu'il a été... ou Sweet Cherry, il a été une fois, ça c'est sûr et certain. Kira, je pense qu'il a été également une fois. Fait qu'il y avait Anna Minushka même, je crois, il a été une fois. Ouais, je suis pas mal sûr que oui. Donc, fait que c'était ça notre but, c'était de faire connaître les filles locales en leur donnant des opportunités contre des Américaines ou des Ontariennes, puis en permettant après ça de les amener à Shimmer, qui était à ce moment-là la grosse promotion de lutte féminine en Amérique du Nord. Et puis, bon, comme n'importe quoi, à un moment donné, tu donnes des opportunités, mais il faut aussi que le talent livre à la fin. Fait que pendant un bout de temps, ça marchait bien. Puis à un moment donné, on trouvait qu'il y avait un peu de talent local qui performait pas comme on aurait voulu qu'il performe ou qui ne saisissait pas nécessairement toutes les opportunités qu'on leur donnait. Ouais. C'est quoi à ce moment-là la solution? La solution, c'est de booker du monde de l'extérieur. Mais de booker du monde de l'extérieur, c'est plus onéreux. C'est plus cher, exactement. Ouais. Fait qu'en bout de ligne, c'est un peu tout ça qui a fait en sorte que, la NCW, à un moment donné, voulait aussi s'assurer de ne pas perdre d'argent dans ce projet-là. Ça devenait un peu plus compliqué. Puis c'est pour plusieurs raisons, dont ça, mais il y a d'autres raisons également qui ont mené au départ de Stéphane. Moi, j'ai booké, puis par la suite, Jeff Rassek, quand il a pris la compagnie, il a dit « Ouais, je suis comme pas sûr de ce projet-là à ce moment-ci. » Donc, il a fait 2 autres choses 6 mois plus tard, puis ça a arrêté là. Fait que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de promotion de lutte féminine là, de mars 2016 jusqu'en février 2018. Il n'y a rien eu. Puis, évidemment, à la fin 2017, c'est là que Michael Bisson m'a approché. Puis il m'a dit, écoute, il booké à la NCW à ce moment-là. Puis il avait parlé à Jeff. Puis il avait demandé à Jeff s'il lui permettrait d'utiliser le brand Femme Fatale. Et Jeff lui a donné son accord. Et Mike m'en a parlé, puis il m'a dit, ça te tente-tu d'embarquer avec moi là-dedans? Puis je dis, oui, absolument. On a demandé à Stéphane Bruyère. Stéphane Bruyère a poliment décliné. Lui, il était passé à autre chose. À ce moment-là, il assistait Dave Prezak à Shimmer, puis c'était suffisant pour lui. Puis il ne voulait pas en faire davantage. On a dit, pas de problème, on a respecté ça. Puis c'est là que Femme Fatale est revenue avec Femme Fatale 20 en février 2018. Notre modèle d'affaires était de s'associer avec une promotion parce que comme ça, on est capable d'avoir un deal avec la promotion qui inclut la salle, le ring, les arbitres, l'annonceur, le modèle pour vendre les billets. On vient avec déjà le fanbase de la promotion qui au moins peut décider de venir voir notre produit également. Puis étant donné que c'est un produit qui est unique, ça ne rentre pas nécessairement en compétition avec le promoteur local non plus. C'est pas la IWS qui décide d'aller faire un show dans la salle de C4 avec C4. C'est un groupe de lutte féminine, c'est le seul qu'il y a au Canada. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là,
ça permet d'avoir des associations un peu plus faciles avec les différents promoteurs. Puis c'est une longue histoire que je viens de raconter là, qui inclut bien des affaires. Mais non, c'est parfait, Mais ça. pour répondre à ta question, c'est comme ça que Femme Fatale est revenu en 2018. Puis notre but, c'était toujours de faire 2-3 shows par année. Ouais. 4 max. Ça a toujours été la formule de Femme Fatale là, depuis ses débuts. Puis bon, ben, on en a fait un en 2018, un en 2010, 2 en 2019. Ouais, 2 en 2019, un à Ottawa, un à Québec. 2020 devait être notre grosse année. On devait en avoir un à Ottawa, un à Sherbrooke, puis un à Québec. Puis évidemment, la pandémie est arrivée. Puis là, on est de retour à la case départ avec ce Femme Fatale 24. Ça fait 3 fois que moi, j'ai un dossier dans mes affaires qui s'appelle Femme Fatale 24. Fait que je suis content que celui-là va se réaliser. Oui, là, c'est vrai. Puis évidemment, pour prendre une carte d'un gala, il faut prendre beaucoup de patience, puis beaucoup de... La patience, beaucoup de patience. C'est quoi tes critères que tu recherches quand tu fais ta carte pour ton prochain show, à part évidemment d'être disponible à cette date-là? Là? Y a quelque chose que tu regardes de certaines lutteuses que tu vas avoir sur ton gala pour te préparer? En fait, tu vois, la première fois qu'on l'a booké, quand Mike et moi, on s'est assis, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut de ce produit-là? Est-ce qu'on veut un produit pour aider à développer le talent local comme Femme Fatale avait été à la base, ou on voulait offrir la meilleure carte possible de lutte féminine selon le marché et selon selon le marché. J'allais dire selon le budget, mais ce n'est pas selon le budget, c'est selon le marché. Selon ce qu'on pense. Nous, on n'allait pas là-dedans pour nécessairement perdre de l'argent. À la limite, encore là, break-even, on est à l'aise avec ça. Mais si c'est possible de faire de l'argent, c'est ça notre but. Fait qu'on allait là avec cette optique-là, puis de présenter le meilleur gala de lutte féminine possible dans ces paramètres-là. Fait que, par exemple, pour Femme Fatale 20, vu qu'on s'associait avec Ottawa, pour nous, la première lutteuse qu'on voulait, c'était même pas à ce moment-là, puis ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, puis c'est pas parce que j'ai pas de respect pour elle, au contraire, vous le savez. Mais pour nous, la première lutteuse, c'était pas Lufisto. Ça a été Vanessa Craven. Okay. Parce que Vanessa Craven, à ce moment-là, elle était over as fuck pour ne pas sacrer. Exact. À Ottawa, c'était complètement fou le pop qu'elle avait là-bas. Puis comme on revenait, notre but, c'était ça. On voulait s'assurer que cette date-là, Vanessa Craven, soit disponible. Peu importe qui d'autre l'était pas, on s'en foutait. On voulait qu'elle soit disponible parce qu'elle s'en allait en finale contre Mercedes Martinez, qui était la championne Femme Fatale depuis 2016. Et on voulait absolument qu'elle soit la nouvelle championne. Puis à ce jour, c'est un des plus gros pop que j'ai entendu de ma vie quand Craven a gagné. Ivo Luno était sur place, puis Ivo Luno l'a dit lui-même que c'était un des plus gros pop qu'il avait jamais entendu de sa vie dans une salle de lutte indépendante. On avait eu du monde, ça avait été parfait comme événement. Puis tu sais, des fois, là, c'est bizarre comment Je vais finir par répondre à ta question, TJ. C'est bien correct. Je prends un détour, vous me connaissez, là. Comme Michel Barrette ou Jean-Marc Parent, là, je prends des loin détours. Nous, on voulait essayer d'aller chercher, évidemment, comme je vous disais, la meilleure carte possible en utilisant également du talent local, parce qu'il y a quand même du bon talent local aussi qui est à utiliser. Puis à un moment donné, on trouvait qu'il manquait un petit oomph à la carte. Okay. Et on avait quand même à ce moment-là booké, on avait Mercedes de confirmer, Vanessa Craven, on avait Jessica Havoc qui est à Impact maintenant, on avait Stéphanie Sinclair, on avait Alexia Nicole, on avait Casey Spinelli, on avait Britt Baker. Évidemment, c'est pré-AEW. C'était pré-AEW. Et puis c'est drôle parce que Britt Baker, je lui avais envoyé, je la connaissais de Shimmer, je lui avais envoyé un message. Visiblement, elle ne l'avait pas eu. Puis je l'ai rencontrée à Philadelphie dans le hall d'entrée de l'Arena avant un show d'NXT où elle allait voir son chum Adam Cole lutter. Et j'ai dit, en passant, je t'ai envoyé un message pour un show de lutte, tu ne m'as pas répondu. Elle a dit, oh mon Dieu, je suis désolé. Elle a regardé, elle a dit, je suis disponible. Fait que j'ai booké Britt Baker de cette façon-là. C'est tellement un hasard. Et là, on est dans le temps des fêtes et on avait envoyé un message à Tessa Blanchard. Tessa Blanchard ne m'avait pas répondu. Je la connais, Tessa, là, mais elle ne m'avait pas répondu. C'est pas, si jamais vous bookez, vous allez réaliser, c'est pas tout le monde, on dirait, qui veut se faire booker dans la vie. C'est pas tout le monde, des fois, qui répond.
à des messages. Ouais, ben, juste en fait, podcast, je peux comprendre ton point. Et voilà. Et puis, moi, chaque année, j'envoie un message de Joyeux Noël à beaucoup de monde dans ma liste de contacts. J'en envoie un à Tessa. Vraiment, là, sans arrière-pensée pour le booking. C'était juste, elle faisait partie de la liste de ceux et celles à qui j'ai envoyé un message. Okay. Et elle me répond. Hey, merci beaucoup. Bon temps des fêtes à toi aussi. Je viens de voir ton message que tu m'as envoyé il y a 1 mois. Je suis disponible. As-tu encore besoin de moi? Et là, je fais comme, j'appelle Mike. Et je suis comme, Mike, Tessa est in pour le show. Au moment où on se disait qu'on avait besoin d'un petit oomph de plus. Alors, c'est comme ça qu'on a eu un match Tessa Blanchard contre Britt Baker à Femme Fatale. Fait, tu sais, des fois, comment, tu sais, un promoteur, tu sais, il n'y a jamais jamais une même façon de booker ton show. Des fois, il y a des hasards de la vie qui vont faire en sorte que on a eu toute une carte pour commencer ça. Pour répondre à ta question, je voulais raconter cette anecdote-là parce que ce qu'on regarde dans une lutteuse, il peut y avoir différentes choses, tout dépendamment de où ce qu'on est, de où ce qu'on va faire le show, de qu'est-ce qu'on veut. Ce show-là, on voulait frapper fort. C'était le retour de Femme Fatale. On voulait le pop de Vanessa Craven, puis on voulait quand même amener certains gros noms. Même si Britt, c'était pas Britt qui est aujourd'hui. Elle était ça, a été un des matchs de l'année au Québec cette année-là. Donc, on voulait amener ça. À d'autres moments, ça va être plus payant de faire affaire avec du si mettons, on va à Sherbrooke, ben, on va essayer de booker des lutteuses qui viennent de là parce qu'on sait que ben, ça va attirer plus localement, c'est plus facile pour faire de la promo. Si on va à Québec, on va essayer d'aller chercher des gens comme, mettons, bon, j'ai un exemple, ben, Lou O'Farrell, mais Lou a fait nos autres shows aussi, mais mettons Azael, qu'on n'a jamais encore booké, je crois, à Femme Fatale, peut-être. Oui, peut-être la première fois qu'on a été à Québec, elle faisait partie de la Bataille Royale, mais Azael, qui est devenue une régulière de la NSPW, ben, on serait niaiseux de ne pas l'utiliser, étant donné le fanbase l'utilise déjà. Ce qu'on va regarder, c'est évidemment des filles qui sont capables de suivre. Des filles qui sont capables, parce que on fait venir des filles de l'Ontario, des filles des États-Unis, qui ont des fois plus d'expérience, qui ont des fois qui sont un peu plus avancées que certaines lutteuses locales ici au Québec. Donc, on va chercher des filles qui sont capables de suivre. Le but n'est plus de développer du talent local. Le but, c'est d'offrir une bonne carte de lutte. Donc, si les filles locales sont capables de suivre puis d'offrir un bon match comme nous, on s'attend, ben, elles vont être bookées. Si on pense que certaines vont avoir un peu plus de difficultés ou ce n'est pas le bon fit, ben, on va en prioriser d'autres. C'est pas rien de méchant. C'est tout simplement d'essayer d'aller chercher la meilleure carte possible. Alors que dans les débuts de Femme Fatale, on bookait beaucoup de filles locales, justement pour qu'elles puissent se développer et qu'elles puissent essayer d'avoir des opportunités qu'elles ne pouvaient pas avoir ailleurs. Mais des fois, tu sais, moi, je me souviens, puis là, ça n'a rien à voir avec la lutte locale comme telle, mais on est à C4 pour un show. On vend nos billets, en fait. Je pense que c'est le show avant, si je regarde mes dates, ouais, c'est ça. C'est le show avant 2019. Donc, le show de janvier 2019 de C4. Et on est au show, puis il y a une fille qui s'appelle Chris Statlander qui est sur le show. Moi, je la connais de nom, jamais vu lutter encore. Et Mike et moi, on est là pour vendre des billets pour le mois d'après et on fait comme « Wow! Quel talent qu'il y a là! Ça sort d'où ça? » Et je parle au promoteur Marc, je m'en vais tout de suite. Je dis à Mike, elle est over, là, la fille, là, ici, là, puis elle est vraiment bonne. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, vas-y. J'ai été la voir backstage. Es-tu disponible le 19 février prochain? Oui, parfait, on te book. À 1 mois d'avis, elle n'était pas du tout dans les plans. Des fois, la chose, comme je disais, la vie fait des drôles de hasard. Ça a donné de Vanessa Craven s'est blessée. Ça, c'est triste. Elle s'est blessée. Lufisto était booké. Lufisto, à dernière minute, était blessé. Elle n'a pas pu lutter. On était obligé de tout changer la carte et deviner qui était rendu en finale du show, Chris Statlander. Fait que, tu sais, des fois, là, tu sais jamais dans quoi tu vas t'embarquer, tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver.
Puis si on n'est pas à ce show-là, on ne la voit juste pas, Chris Statlander, tu comprends? Puis bon, maintenant, évidemment, les fans la connaissent parce qu'elle est avec All Elite Wrestling, mais à ce moment-là, c'était pas le cas. Là. On parle de février 2019. Là. Les boys au Japon venaient juste d'annoncer le projet d'une promotion. Tu sais, c'était pas ce que c'est devenu 3 ans plus tard, 4 ans plus tard. Fait que, mais c'est ça, tu sais, on regarde un paquet de choses. On regarde évidemment des filles qui sont capables d'accrocher avec la foule. Ça dépend toujours des match-ups qu'on décide de faire. Donc, tu sais, c'est d'avoir le meilleur fit possible, d'avoir le meilleur talent possible, puis au niveau local, d'aller chercher celles qui sont capables de lutter avec les meilleurs qu'on va chercher soit en Ontario, soit aux États-Unis. Puis, je ne veux pas avoir l'air du gars qui knock la lutte féminine locale, mais en même temps, je veux dire, moi, je la vois évoluer, cette division-là, cette scène-là, depuis que je suis dans la lutte, là, depuis plus de 20 ans. À mon humble avis, elle a déjà été meilleure qu'elle l'est en ce moment en termes de quantité de filles versus le talent ou la qualité de match qu'elles peuvent nous donner. Rapport qualité-prix, dans le fond. Ouais. Peut-être pas rapport qualité-prix, parce que le prix n'a peut-être pas rapport. Ben, je comprends ton expression, mais oui, c'est dans le sens que ben, nous, on va aller chercher celles qui sont capables, justement, qu'on peut mettre contre une ben là, j'allais dire Britt Baker, mais pas sur le show, mais tu sais, qu'on peut mettre contre une Alexia Nicole, qu'on peut mettre contre une Jodie Trett, qu'on peut mettre contre une Celesia Sparks, qu'on peut mettre contre une Deonna Purrazzo, puis que ça va donner un bon match. C'est ce genre. Puis évidemment, chaque match n'est pas obligé d'être à ce niveau-là non plus. Mais en même temps, nous, c'est ce qu'on cherche. On cherche d'aller chercher le meilleur talent de l'Ontario, le meilleur talent du Québec, avec quelques vedettes des États-Unis, parce que, bon, vous devinerez qu'aux États-Unis, ça coûte un petit peu plus cher les avoirs. Les vols post-pandémie coûtent une fortune. L'argent US n'est pas notre ami en ce moment. Donc, c'est sûr que c'est deux aspects qu'il faut regarder quand tu essaies de faire de l'argent ou de rentrer dans ton argent avec un show de lutte. Donc, on va aller chercher ce qu'on est capable d'aller chercher localement. Puis, tu sais, si demain matin, on s'en reparlerait dans un an, là, peut-être qu'il y aurait 12 filles au Québec qui seraient de niveau à ce que je viens d'expliquer. Ben, on les bookerait les 12. S'il y en a 3, ben, on va en booker 3. Tu parlais de booking puis de Tessa Blanchard tantôt, que tu as booké un peu par hasard, si on veut, ou un mois après. Parce que je suis une bonne personne et que je souhaite joyeux Noël au monde. C'est ça, c'est important. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut souhaiter joyeux Noël à tout le monde. C'est jamais ce qui va en arriver. Mettons, une femme ou une fille que tu voulais booker absolument sur le show, une anecdote que ça a pris vraiment de la persévérance, puis ça a passé par 1000 chemins, mais que tu as réussi à la booker. T'en as-tu une anecdote comme ça? Ça a été vraiment difficile. Je te dirais, c'est dur de battre Tessa puis Britt. Ouais. J'essaie de voir. Là, passer par 1000 chemins, puis ça arrive. C'est vraiment ces deux expériences-là. Je ne regarde pas en ce moment. Je regarde le line-up des autres shows qu'on a eu. Qu'on a passé par beaucoup de chemins, puis ça n'a pas marché. Ça, il y en a eu. Mais sinon, Britt et Tessa, je te dirais, c'est probablement... Parce qu'habituellement, c'est relativement... Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir, justement, surtout du temps que Shimmer existait. J'étais à Shimmer à toutes les shows. Donc, je les connaissais, les filles. Ils me connaissaient aussi. Fait que c'est toujours plus facile dans ce temps-là parce que tu as un lien direct. On se suit mutuellement sur un réseau social. J'envoie un message. Ça se fait facilement. Mais bon, il y en a d'autres. Bon, Priscilla Kelly, par exemple, je ne la connaissais pas. Priscilla Kelly, je ne la connaissais aucunement. Quelqu'un m'avait donné son courriel. Puis j'avais envoyé un courriel, puis elle m'avait répondu. Puis à partir de là, ça s'est fait. Ça n'a pas été compliqué comme tel. Mais vraiment, non, je te dirais, tu sais, on a eu d'autres obstacles. Par exemple, Mercedes Martinez, qui est notre championne et qui, malheureusement, est obligée de laisser la belt vacante parce qu'elle se fait signer par, à ce moment-là, elle s'était fait signer par NXT. Donc, c'est sûr que... Puis là, ça avait été compliqué au début. On ne savait pas s'il la laisserait faire le match ou pas. Finalement, non, ils ne l'ont pas laissé faire le match. Mais elle pouvait faire une promo. Bon, parfait. On va prendre la promo d'abord. Et là, la promo, ben là, il fallait que ça soit approuvé par la WWE.
Ouais. Donc là, bon, c'est de trouver qu'est-ce qu'on veut de cet angle-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui retire? Puis au moment que ça a été annoncé qu'elle avait été signée, notre décision, ça a été OK. Nous, on le savait d'avance. Okay? Nous, on le savait d'avance avant que ça soit annoncé. Puis on a dit OK, parfait, on ne dit rien, on ne touche à rien. Au pire aller, la championne femme fatale a été signée par NXT. C'est pas une mauvaise nouvelle à annoncer sur les réseaux sociaux. Non. Par la suite, ben, c'est ça. La promo, ben, au moins, nous a permis de faire un angle où c'était bon. Mercedes Martinez, à l'époque, faisait partie d'un clan avec Nicole Savoy et avec Shayna Baszler quand Shayna Baszler était sur les indépendantes. Elle avait encore ce clan-là, si tu veux, ou cette relation-là avec Nicole Savoy. Donc, on s'est servi de ça pour mettre Nicole Savoy en finale du show. Ça a été notre dernier show d'ailleurs en 2020. C'était comme le choix de Mercedes Martinez, si tu veux. Et puis, on a utilisé ça, puis on en a fait un angle. Parce que rendu là, ben, tu n'as pas le choix de rouler avec ce qui te donne, puis de faire le mieux que tu peux avec ça. T'sais. Mais ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas été chanceux pour notre titre. Vanessa Craven a gagné le titre à notre premier show de retour. 1 an après, à notre deuxième show, elle s'était blessée, elle ne peut pas défendre le titre. Le troisième show, c'est Chris Statlander qui avait... non, c'est pas elle qui était championne, mais c'est ça. Le troisième show, Mercedes Martinez... Attends une minute, j'essaie de me... c'est ça. Mercedes Martinez gagne le titre parce que là, ça faisait 2 shows de Vanessa Craven. Elle ne pouvait pas lutter. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va lui enlever le titre. Mercedes Martinez remporte le titre, se fait signer par NXT. Fait que là, shit, faut encore notre titre soit vacant. Et là, Alexia Nicole gagne au dernier show. Et là, arrive une pandémie. Donc, on n'a pas été chanceux avec nos défenses de titre, mettons. Là. On a eu beaucoup de championnes en peu de temps. C'était pas nécessairement... le but, quand Vanessa Craven l'a gagné, c'était pas de lui enlever rapidement. Là. Mais les choses ont fait que, ben, on n'a pas eu le choix, puis on n'a pas été chanceux à ce niveau-là. On espère que cette année, être capable d'avoir une meilleure stabilité dans nos histoires. Puis l'autre affaire, c'est ça, c'est que les histoires, c'est dur aussi parce qu'on fait 3, 4 shows, 2 shows, 1 show par année. Fait que, tu sais, des storylines, c'est souvent des storylines dans un même show. Donc, tu sais, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va des fois. Fait que, tu sais, là, on a une décision à prendre, justement. Tu sais, cette année, ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, est-ce qu'on y va pour un plan à long terme ou est-ce qu'on y va pour un plan à court terme? Puis ensuite, on buildera pour le long terme. On ne sait pas encore. OK. J'espère que tu portes une bonne... Oui? Non, j'allais dire, je ne donnerai pas quand même le nom des gagnantes de nos combats. Mais c'est quand même mais juste, je vous dis, c'est quand même une décision qu'on a dû prendre parce que veut pas. Ça fait partie de l'équation. Puis là, ben, on se retrouve enfin avec une année où on pourrait peut-être avoir plus d'un show. Fait que, c'est ça qui est intéressant. Ouais. J'espère que tu portes une bonne paire de bas, mon pape, parce que tu as le temps de te mouiller un petit peu. Nomme-moi ton top 3 de lutteurs féminines au Québec et à l'international aussi. En ce moment? En ce moment, oui. Au Québec, Lufisto 1, Lou Farrell 2. En termes, là, je ne parle pas de l'année qu'elle a eue, mais bien du potentiel qu'elle a, c'est Vanessa Craven. Okay. C'est mon top 3. Elle recommence à lutter, mais je sais ce qu'elle est capable de donner. Là. Vanessa Craven en santé, c'est une top 3, une top 2, une top 1, tout dépendamment de qui tu parles. L'engouement est là. Pour moi, c'est les trois meilleures lutteuses au Québec. D'accord avec ça. International, c'est une bonne question. International, donc ça inclut, Ça peut être au Japon aussi. Oui, ça peut être au Japon. C'est sûr que Shiori, du côté de Stardom, je ne sais pas si je te le donnerai peut-être pas en ordre, mais ça va être mon top 3 pareil. C'est bien correct. Shiori, Jamie Hayter. Gros fan de Jamie Hayter. Oui. Gros fan. Puis pour être politiquement correct, moi, t'en nommer une d'une autre organisation, mais en même temps, tu sais, tout est discutable, mais je n'enverrai pas des choix illogiques. Mais pour moi, je te dirais Becky Lynch. OK. Intéressant. J'hésite souvent à dire qui est la meilleure lutteuse à la WWE. Parce que
c'est un débat qui est très dur, je trouve, parce que ça dépend d'un paquet de facteurs. Il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Tu sais, Becky, Charlotte, Charlotte, Becky, c'est souvent deux qui reviennent souvent. Rhea Ripley commence à s'inviter à la danse, mais pour moi, Rhea Ripley, c'est 2022 était son année pour développer sa personnalité. Dans le ring, je ne pense pas qu'elle soit meilleure que Becky ou Charlotte, mais je trouve que Becky a plus de fire, a plus de je trouve que Charlotte, elle est probablement meilleure dans le ring que Becky, mais pour moi, Becky, elle a un meilleur total package que Charlotte. C'est pour ça que je te nomme Becky. Parfait. Si on parle de lutteuse, on va parler plus au Québec. Ta lutteuse la plus sous-estimée en ce moment au Québec, que le monde gagnerait à découvrir, maintenant? Ben, je veux dire Lou O'Farrell parce qu'elle ne sort pas beaucoup de Québec puis de Shawinigan. Pour moi, Lou O'Farrell débarque à IWS puis s'il donne un match où elle peut se mettre en valeur, les fans vont l'adorer puis ils ne voudront plus la voir partir. Donc, c'est sûr que Lou O'Farrell, à cause de ça, ce serait mon choix. OK. Puis par exemple, Femme Fatale, penses-tu amener ça aux États-Unis un jour, montrer le produit aux Américains ou bien tu aimerais mieux regarder ça ici? C'est beaucoup trop compliqué de faire un show aux États-Unis. C'est empiéter aussi sur le territoire des autres, même si on pourrait s'associer avec une promotion. On a fait, je dis non, mais on a fait un projet en 2019. Il y avait SummerSlam à Toronto. Puis on s'était associé avec Shimmer, puis avec Smash Wrestling, puis avec mon Dieu, j'ai oublié l'autre nom de la promotion. Ça va me revenir. On a fait un show qui s'est appelé The Summit. Et c'était vraiment un concept où on était 4 promotions de lutte féminine qui se joignaient leurs forces pour présenter un gros show de lutte féminin, alors que Smash faisait beaucoup de shows là, un peu comme on voit la fin de semaine ou la semaine de WrestleMania. Il y avait la WXW d'Allemagne qui venait, puis il y avait beaucoup de shows. Il y avait un show de la WXW, il y avait Smash contre WXW. Bon, il y avait tout ça. Puis il y a eu The Summit qui a été vraiment un gros succès, là, pour vrai. Là. Ça a vraiment, vraiment bien marché. Dave Prezak m'a déjà dit que c'était la seule fois qu'il avait fait de l'argent dans le monde de la lutte. Donc, ça a été vraiment, ça a bien été. Puis, mais c'était à Toronto. C'était facile pour nous, c'était canadien. Aux États-Unis, ça se ferait si on avait le bon partenaire. On avait pensé en 2020 répéter l'expérience du Summit avec Beyond Wrestling et avec Shimmer. Mais bon, la pandémie est arrivée. Puis bon, Shimmer, depuis ce temps-là, a fermé ses portes. Fait que, je pense pas que cette opportunité-là va réarriver. Puis on est mieux à se concentrer ici au Canada que surtout dans l'est du pays. Ottawa. Est-ce qu'on pourrait en faire un à Toronto à un moment donné, un autre à Toronto? Oui, probablement. Mais on aime mieux. Là, on revient, fait qu'on aime mieux se concentrer ici, Québec et Ottawa là, pour commencer. Parfait. Fait que là, si on parle de Femme Fatale de cette année, c'est le 26, c'est ça que tu me disais tantôt? Femme Fatale 24. 24, c'est la 3e Femme Fatale 24, mais on n'a pas fait comme le UFC qu'une fois, il y avait juste give up sur un de leurs numéros. Là. Il y a un UFC, je ne sais plus trop quoi, qui n'a jamais eu lieu. Nous, on a décidé de revenir à la charge. On disait, on va le faire, ce show-là, à un moment donné. Parle-nous un peu de la carte de cette année, puis ce que tu t'attends pour le show, la carte. Oui, ben écoute, la carte, évidemment, c'est le gros match. Le gros match, c'est le championnat Femme Fatale qui va être défendu. Alexia Nicole, qui est notre championne, qui, comme je disais, n'a jamais défendu la ceinture encore pour Femme Fatale et qui va affronter Lou O'Farrell, qui est justement, parce que là, on s'associe avec la NSPW, donc ça se fait au Centre Horizon à Québec. Et ben c'est la fille locale. T'sais, moi, dans ma tête, là, c'est le champion de la NWA qui arrive dans différents territoires pour affronter le champion local, si vous voulez. C'est Ric Flair qui débarque à Calgary, et là, on envoie Lou O'Farrell. Ce qui est intéressant de ce match-là, c'est ça. C'est Alexia Nicole qui a lutté à la NSPW, d'ailleurs, qui a eu de très, très bonnes réactions là-bas. Lou O'Farrell, évidemment, l'enfant chéri de la NSPW. Donc, ça va être vraiment un match qui va être intéressant. Puis, on s'attend beaucoup à ce que la foule soit derrière Lou, encore plus qu'Alexia Nicole, même si Alexia Nicole a eu de très bonnes réactions Babyface la dernière fois.
Puis, ben, c'est ça. Est-ce que ça va être le couronnement de loup? Est-ce que ça va être le début d'un règne pour Alexia Nicole? C'est l'histoire de ce match-là. Et puis, ben, il va falloir regarder le show. Tu sais, tu parlais, TJ, d'aller aux États-Unis. Ouais. Ben, avec l'annonce qu'on a faite cette année, notre association avec IWTV, ben, c'est une façon également pour les Américains ou n'importe qui, en fait, dans le monde, d'écouter notre show aussi. Fait que c'est notre premier streaming à vie. Étant donné que la NSPW fait déjà affaire avec la WTV, c'était plus simple pour nous. Les installations sont déjà là. Puis d'ailleurs, nos archives sont rendues là. Les archives, le récentes, c'est-à-dire depuis Femme Fatale 20, depuis 2018, les archives sont là aussi sur la WTV. Cool. Tout ça pour dire que ça, c'est le gros match parce que pour moi, le match de championnat, c'est toujours le plus gros match. Mais notre attraction principale, c'est la venue de Deonna Purrazzo contre Lufisto. Donc, gros match entre deux stars internationales comme Deonna et Lufisto. C'était la première fois qu'on essayait d'avoir Deonna, puis ça n'avait pas fonctionné. OK. J'essaie de me souvenir si elle s'était faite signer à ce moment-là. Je sais qu'une fois, on avait voulu booker Rachel Ellering. Puis avant qu'on puisse l'annoncer, elle m'avait écrit pour me dire qu'elle se faisait signer, qu'elle ne pouvait plus faire le show, mais que je ne pouvais pas en parler. Fait on était comme, OK, on va oublier ça. Fait que Ou on l'avait-tu annoncé, puis on avait dit, je ne m'appelle plus. Là, ma mémoire est un peu. Mais je sais que Deonna faisait partie de celle qu'on avait déjà voulu booker, puis ça n'avait pas fonctionné pour une raison ou une autre. Fait que là, on était bien contents qu'elle puisse venir. C'est quand même une ancienne championne Impact Wrestling, championne en équipe également. Donc, bien hâte de voir ce match-là. C'est également, on va également avoir Nicole Matthews. Nicole Matthews, qui est une ancienne championne Shimmer, une ancienne Canadian Ninja avec Portia Perez à l'époque, championne par équipe de Shimmer. Et puis, bon, malheureusement pour elle, il y a quelque temps, elle a eu un peu ce que Mike Bailey avait eu il y a 6 ans, c'est-à-dire elle a tenté d'aller lutter à Seattle, s'est fait prendre aux douanes et est bannie des États-Unis pour 5 ans. Ce qui permet... Ben, en fait, l'envers de la médaille de ça, c'est que, bon, elle a plus de disponibilité à lutter, puis surtout au Canada. Hein. Donc, c'est sûr qu'on est toujours content de pouvoir compter sur elle, Nicole Matthews, qui vient lutter à Femme Fatale depuis des années et des années. D'ailleurs, le seul changement de titre de Shimmer dans l'histoire de Shimmer, à l'extérieur au Canada, en fait, à l'extérieur des États-Unis. Ça s'est passé à Femme Fatale. Parce que Sarah Del Rey se faisait signer par la WWE et il n'y avait pas de show de Shimmer avant. Et Dave Prazak avait demandé à Stéphane Bruyère de faire un changement de titre à Montréal. Fait qu'il y avait eu, parce que je pense que les 4 étaient bookés de toute façon, ou Sarah n'était peut-être pas bookée, mais on a ajouté Sarah à cause de ça. Bref, ça a été Sarah Del Rey, Courtney Rush, mon Dieu, parce que je veux dire son nom, qui est Rosemary. Donc, c'était les championnes par équipe. Puis, justement, c'était Nicole Matthews et Portia Perez qui avaient remporté les titres à Montréal à ce moment-là. Fait que, bref, l'histoire est longue avec Matthews. Elle a fait également le tournoi, le Mae Young Classic, Nicole Matthews également. Donc, une très, très bonne lutteuse, championne dans l'Ouest canadien. Puis, elle va affronter Taylor Rising, qui est un des beaux prospects canadiens du côté de l'Ontario, du côté du Grand Toronto. Donc, bien hâte à ce match-là également. C'est le retour de Vanessa Craven. Yes, sir. Vanessa Craven qui n'a pas lutté à Femme Fatale, justement, depuis qu'elle a remporté le titre en 2018. Ça fait 5 ans qu'elle n'a pas lutté à Femme Fatale. Alors, on est bien content de la retrouver. Elle va affronter une jeune recrue qui a terminé quoi, 2e dans les recrues, 3e dans les recrues de l'année cette année, Dani Léo. Du côté du dojo de la IWS. Donc, gros défi pour Dani Léo d'affronter l'ex-championne Vanessa Craven qui va certainement vouloir remonter les échelons de Femme Fatale. C'est un titre qu'elle n'a jamais perdu. Hein? Fait que faut pas perdre ça de vue. Jody Threat,
va affronter Celysia Sparks. Et ça, je suis vraiment excité. Ma préférée, ça. Moi, je pense que ça pourrait être le sleeper match de la soirée. Ouais, deux filles qui sont excellentes dans le ring, qui sont capables deux filles qui vont se battre. Là, deux filles, là, je ne veux pas dire que c'est des brawlers, mais en même temps, ils sont capables d'aller là si besoin est. Et puis, deux filles qu'on a vues d'ailleurs dans les Dark et Dark Elevation du côté des EW quand ils sont venus à Toronto. Jody Trek qui avait entre autres affronté Athena dans un match qui avait fait jaser pour justement son côté un peu plus brutal. Donc, je m'attends vraiment, je pense que c'est un match qui pourrait surprendre bien des gens. Donc, très content d'avoir ce match-là. Puis, le dernier match, un match qui risque d'être le côté divertissement de la lutte va en prendre pour son rhume, alors que Casey Spinelli va affronter la Parfaite Caroline. Parfaite Caroline qui avait pris une semi-retraite, qui est revenue récemment. Puis je pense que Spinelli, c'est toujours un adversaire qu'elle a voulu affronter. Nous, c'est un match qu'on veut faire depuis très longtemps, ce match-là. Et puis, je pense que le niveau de... Le côté travailler sa foule, le côté entertainer, entertainment, oui, excusez, le côté divertissement. Écoute, Casey Spinelli, c'est la fille qui arrive avec une tête de licorne des fois au ring pour aucune bonne raison apparente. Puis la Parfaite Caroline, elle peut avoir du purel parce qu'elle ne veut pas pogner les virus de ses adversaires. Il y a un monde de divertissement entre ces deux filles-là. Je pense que ça pourrait être un match qui va intéresser bien des gens. Donc, je ne me trompe pas, ça fait 7 matchs, puis c'est 7 matchs qu'on a. Parfait. Excellente carte. J'ai bien on a beaucoup de profondeur sur cette carte-là. On est bien content de ce retour-là. Et puis, à plusieurs niveaux, il y a de l'excellent talent sur cette carte-là. On a failli avoir, comme vous l'avez vu, on a failli avoir Giselle Shaw du côté d'Impact. Malheureusement, pour des raisons hors de notre contrôle, ça n'a pas pu se concrétiser comme on pensait ou comme ça devait l'être. Même chose du côté de Cici Galavis. Donc, mais ça fait partie des aléas de faire la promotion de la lutte. On ne sait jamais, qu'est-ce qui peut arriver. Il faut être prêt à toute éventualité. Puis, on espère que ce show-là va nous permettre de revenir en force en 2023, de faire d'autres shows au Québec ou à Ottawa. Et puis, puis j'invite toutes les filles au Québec, toutes les lutteuses au Québec. Nous, on veut vous booker. Il y en a qui sont sur la carte, il y en a qui ne le sont pas. Il y a différentes raisons pour ça. Il y a aussi une question de place aussi, puis une question de vouloir avoir un show qui est, en anglais, là, on dirait cost-effective, qui est capable d'être rentable, puis qu'on n'ait pas non plus 12 matchs. Mais on vous regarde, on suit très bien la scène québécoise. Il y a 2 personnes qui la suivent, c'est moi puis Michael Bisson. Puis, on espère être capable d'avoir plus de lutteuses locales dans nos prochains shows. Ceci dit, on a quand même Lufisto, on a quand même Lou O'Farrell, on a quand même Mary Lee Rose, on a quand même la Parfaite Caroline, et on a Azael, puis on a Dani Léo. On en a quand même 6. C'est déjà pas vilain. Tant mieux si on peut en avoir plus dans l'année qui va suivre. On a Vanessa Craven. Mon Dieu, on en a plus. On en a plus. Colin, finalement, c'est un show local. Qu'est-ce que je dis là? C'est moitié-moitié. Il y en a pour tout le monde. Oui, exactement. Mais tant mieux. Tu vois, je ne réalisais pas qu'on en avait autant. Je suis comme content. Je ne pensais pas qu'on avait autant de filles du Québec sur le show. Wow, c'est donc bien cool. Ouais. Puis ceux qui s'intéressent beaucoup. Moi? Tu chiales pas de chaos. Parce que ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que je chiale tout le temps, il faut te voir. Mais on a 8 talents locaux. C'est excellent, ça. Très bon. Sur 7 matchs, en plus. Sur 7 matchs. C'est bon. Ben oui, absolument. Ben, tant mieux. Je suis content. C'est bon, ça. Puis ceux qui suivent le produit Femme Fatale et qui veulent se rendre jusqu'à Femme Fatale qui va être présentée samedi, le 4 mars, on va avoir des entrevues toute la semaine, dans le fond. On va avoir, je peux vous en dire 2-3, Mary Lee Rose qui va être là. Cool. On va avoir en main event vendredi, juste la veille du show, on va avoir Lou O'Farrell qui va venir faire son tour au podcast. Deuxième présence de Lou au podcast. On est bien content, toujours intéressant.
Puis le reste, on va garder ça comme surprise parce qu'il y a des petites choses qui vont peut-être se régler dernière minute. Je vais vous faire une confidence. Oui. Marie-Lee Rose. Oui. Quand j'ai besoin, bon, évidemment, tu sais, bon, il y a Lufisto, que les médias connaissent. Lou O'Farrell, qui commence à en faire plus de médias, c'est avec 3 secondes à Historia et tout. Oui, excellent. Ça. Mais quand j'ai besoin de quelqu'un, soit pour la télé ou la radio, pour parler de lutte féminine, Marie-Lee Rose est toujours bien haute sur ma liste. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui paraît très bien à la télé, qui s'exprime très bien pour la radio puis pour la télé. Elle a une bonne prestance, elle a un bon charisme. J'hésite jamais, jamais, jamais à faire affaire à elle si j'ai besoin d'avoir... D'ailleurs, quand il était arrivé... en fait, elle avait fait Denis Lévesque une fois avec Sweet Cherry. Sweet Cherry avait réussi à avoir une entrevue à Denis Lévesque pour parler de lutte féminine. C'était Marie-Lee Rose qui avait été avec elle. Et j'avais vraiment, vraiment été impressionné par sa performance. Quand moi, j'ai sorti un livre sur la lutte féminine, je voulais amener une lutteuse avec moi. Lufisto, évidemment, qui on parle dans le livre, n'était pas disponible. Tout de suite, je me suis retourné vers Marie-Lee Rose, puis je ne l'ai vraiment pas regretté parce qu'elle est excellente dans ces entrevues-là. Donc, je suis très content de savoir que vous l'avez en entrevue. C'est une des bonnes pour promouvoir le produit féminin ici comme ailleurs. Donc, très, très, très content. Puis, c'est une amie, là, Marie-Lee, puis Cynthia, en fait, puis même pour le podcast. Ouais, K-Fabe, exact. Tu l'as pas dit au début? Non, je ne l'ai pas dit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Okay, c'est bon. Ben non, Cynthia. Mais c'est ça, c'est une bonne amie, puis même pour le podcast, des fois, si je des conseils, ça arrive souvent que je lui demande à elle aussi qu'on se parle, fait que c'est Cynthia, elle est excellente du côté conseil également. Oui, exact. Ouais. Donc, Pat, merci beaucoup. Ça va nous mettre directement à Femme Fatale. Tu reviens quand tu veux. Puis, merde, on espère que tout va se passer comme tu veux. Puis, toi et Michael Bisson aussi pour ce show-là. Bien, bien apprécié. Merci de m'avoir reçu, les boys. Puis, bonne semaine d'entrevue. Puis, merci de promouvoir Femme Fatale de cette façon-là. Plaisir. Yes. Merci à toi, Pat. OK, bye-bye.